évalué à près de 6 milliards de francs CFA orientés vers la bonne gouvernance, la culture de la redevabilité et une meilleure participation citoyenne dans la gestion des affaires locales. Roger Kam, Ruth Biniwatara. Renforcer la cohésion sociale par une gouvernance participative et inclusive dans les collectivités territoriales. Cela passe par une appropriation des politiques publiques et un soutien aux zones fortement touchées par l'insécurité et ses effets. Voici donc mis en marche le projet Gold Coast, gouvernance locale et cohésion sociale. Les questions de cohésion sociale ne se passent pas en l'air, elles se passent au niveau des collectivités à la base. Donc il est très important que l'appréhension du phénomène à ce niveau-là soit le lieu où doit s'imaginer les différentes politiques et stratégies pour faire en sorte que la question soit prise en compte et bien traitée. 85 communes dans les régions du centre-nord, du Sahel, de l'Est, du Nord, du centre-Est et de la boucle du Mohon sont ciblées par le projet. Sur le terrain, les communes concernées seront éligibles à des financements pour pouvoir gérer, par exemple, des déplacés internes, pour pouvoir créer des infrastructures en appui, pouvoir également se relever de la situation. Renforcer la fourniture de services locaux de qualité. Et cela passe par un certain nombre d'activités, notamment le renforcement des capacités des entités et des collectivités territoriales dans les domaines de la planification, la gestion du développement et le suivi. Mais il y a aussi renforcer à travers cela la confiance entre ces services et les populations et aussi mettre en place des cadres qui permettent à ce que tous les acteurs du développement au niveau local contribuent de manière participative et inclusive à cette nouvelle dynamique. Apport de la gouvernance locale à la restauration et au renforcement de la cohésion sociale, importance de la dimension du développement économique local dans le processus de planification locale sont les thèmes qui seront abordés pour faciliter l'appropriation du projet par les différents acteurs. Il s'étendra jusqu'en 2023 et il est évalué à plus de 6 milliards de nos francs. Le projet est le fruit de la collaboration entre le gouvernement burkinabé, le PNUD et le Royaume des Pays-Bas. La gestion du foncier dans la commune de Saba continue de faire des mécontents. Cette fois, ce sont les jeunes de la localité qui donnent de la voix face à la presse. Ils dénoncent des irrégularités et exigent la transparence dans la gestion du foncier. Maxime Zongo. La gestion du foncier à Saba ne donne pas satisfaction à une catégorie de la population. Le mouvement des jeunes pour la transparence dans la gestion foncière qui dit observer des manquements souhaite que la lumière soit faite autour de la question. Depuis quelques années, notre commune fait face à un véritable boom foncier sans précédent avec l'arrivée massive de promoteurs immobiliers qui s'accaparent des terres en complicité évidente avec les autorités locales. Si l'activité de promotion immobilière en elle-même est légale au regard des dispositions de la loi 057, c'est plutôt le comportement du maire et de son conseil municipal qui est déplorable. Dans la foulée, les animateurs de la conférence de presse déplorent le silence de l'autorité devant la situation. Ils interpellent par conséquent qui de droit à se pencher sérieusement sur la question. Nous allons donc engager des manifestations d'envergure dans les prochains jours si aucune autorité ou institution ne réagit et nous nous opposerons à tous travaux de la mairie ou de la sonature sur le site de la trame d'accueil, ainsi que de ceux qui ont frauduleusement acquis les réserves et les parcelles à usage commercial. Pour les membres du mouvement, la lumière doit être faite dans les meilleurs délais. En tout état de cause, ils disent être vigilants et entendre rester en éveil jusqu'à l'aboutissement de leur lutte. La rubrique « Une semaine dans la commune de Bama » nous conduit aujourd'hui dans des plaines agricoles. Bama, la productrice, dispose d'une plaine risicole de plus de 1000 hectares exploitée par 1300 producteurs. Zoom sur la vallée du Cou où près de 12 000 tonnes de riz paddy sont récoltées chaque année. Gérard Sommet et Amandine Larsaga, reportage. La plaine risicole de la vallée du Cou. Un des tout premiers périmètres aménagés du Burkina Faso. 1260 hectares de terre aménagés
entre 1969 et 1970 à des fins agricoles. Reconnue comme une excellente plaine à vocation agricole en raison de son potentiel hydraulique. Le périmètre de la vallée du Kou tire sa source de ce cours d'eau, la rivière Kou. Avec l'arrivée d'une équipe technique qui avait pour mission, c'était des Chinois, qui avait pour mission de mener une étude approfondie qui véritablement ont commencé en 1969 avec un premier périmètre d'essai de 3 hectares pour essayer la faisabilité de la riziculture dans la zone. Et ensuite, les grands travaux ont été lancés, d'abord par la République populaire de Taïwan. Et Taïwan a fait au moins 3 années de travaux ici et d'accompagnement des producteurs. Et par la suite, la coopération avec Taïwan a pris fin et la Chine populaire a pris le relais. Aujourd'hui, la plaine rizicole de la vallée revêt une importance majeure dans les économies des communautés rurales et urbaines situées à proximité, comme Bama, Samandeni et Bobo-Dioulasso. Selon les statistiques, 1385 producteurs s'activent ici au quotidien pour contribuer depuis cette plaine à la sécurité alimentaire du Burkina Faso. Ces jours de récolte et d'activités diverses sur la plaine. Ici, on vanne, on bat le riz déjà récolté. Nous avons fini de récolter le riz. Maintenant, c'est le battage. Après le vannage, avant de vendre. Le seul problème, c'est qu'actuellement, c'est la saison sèche et l'eau est insuffisante. Ici, c'est un deuxième battage de riz. Avec le moteur, nous constatons qu'il y a du riz qui reste. Lorsque les producteurs finissent, nous recueillons ces restes pour en extraire les derniers grains. Avec ce que vous voyez, on peut avoir au moins 12 500 francs. Aujourd'hui, le périmètre est peu performant à cause de l'ensablement au fil des années et de la faible productivité. De 7 tonnes à l'hectare environ de riz paddy par campagne les premières années, les rendements sont passés à 4 tonnes à l'hectare ces dernières années. On assiste aujourd'hui à une dégradation du réseau hydro-agricole qui se ressent sur les activités. Il y a des pertes d'eau au niveau des canaux d'irrigation, parce que les canaux sont fissurés un peu partout. Avec l'initiative présidentielle produire 1 million de tonnes de riz paddy pour la campagne 2020-2021, la plaine a augmenté sa production rizicole grâce à ce programme. Nous avons bénéficié en 2020 de plus de 80 tonnes d'engrais et de semences, ce qui a permis d'accompagner la production rizicole au niveau de la plaine et d'obtenir des résultats satisfaisants. Sur le périmètre, on peut atteindre dans l'année environ 12 000 tonnes de riz de paddy. En plus du riz, d'autres spéculations sont produites ici dans la vallée. La production de la patate, par exemple, gagne du terrain. C'est une technique de résilience adoptée par les producteurs en saison sèche. Mais la pratique inquiète le chef de la plaine qui dit ne pas manquer une seule occasion pour rappeler la vocation première du site. Le riz produit sur la plaine de Bama est transformé sur place au centre d'étuvage. L'activité occupe près des milliers de femmes. Au moins 50 tonnes de riz sont étuvées chaque mois, ce qui leur procure des revenus. Focus sur le centre d'étuvage de Bama avec Gira Somé et Amandine Larsaga. Scène de labeur quotidien dans un centre d'étuvage du riz. Nous sommes à Bama, dans le Oué, où près d'1 millier de femmes réunies en coopérative font de la transformation du riz leur principale activité. C'est un travail collectif. Nous sommes réunis en coopérative et nous étuvons le riz qu'on revend. Nous sommes nombreuses.
Donc, on est subdivisé en plusieurs groupes. Toutes les femmes ne peuvent pas travailler en même temps. Nous prenons des crédits en banque et on achète le riz paddy avec les producteurs sur la plaine. Par mois, on peut étuver 50 tonnes de riz. La technique d'étuvage bien maîtrisée, cela ne date pas d'aujourd'hui. Jadis pratiquée de façon traditionnelle, l'activité a pris une nouvelle dimension avec l'implantation de ce centre d'étuvage en 2009, l'unique de la commune. Notre nombre fait notre force, mais c'est également une difficulté pour nous. Le centre est trop petit. On souhaite qu'il soit déconcentré dans les quartiers. Sinon, c'est compliqué. Il y a des groupes qui peuvent faire plus de 2 mois sans passer au centre. Pendant ce temps, elles ne peuvent pas travailler. Qu'à cela ne tienne, nombre de femmes de la coopérative tirent de l'existence de ce centre d'étuvage le principal de leurs revenus. Le travail est très bénéfique. On arrive maintenant à scolariser nos enfants. On contribue beaucoup aux dépenses de la famille. Beaucoup d'entre nous ont payé des motos. L'activité fait des émules hors des frontières de la commune. Et le centre reçoit régulièrement des femmes de différentes régions du pays pour des formations. C'est le cas de ces femmes venues de Wayugia. Nous sommes venus de Wayugia, 24 au total. Nous étuvons le riz chez nous, mais on ne réussit pas à bien faire le travail. Et comme à Bama, elles ont l'expérience, nous sommes là pour apprendre et améliorer notre travail à notre retour. Pour ce qui est de l'écoulement, les femmes étuveuses de Bama ne s'inquiètent pas trop. Elles peuvent compter sur certains marchés réguliers, notamment ceux des cantines scolaires et de la SONAGES, la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire. Justement, nous parlerons de la SONAGES, des vivres à prix social au profit des populations vulnérables de la commune de Dori. En effet, les boutiques témoins ont ouvert leurs portes hier sur instruction du président du Faso, foi du directeur général de la SONAGES. Précision de Ibrahim Kagone et Pini Dienyano. Dame Diko vient d'obtenir de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Elle qui s'impatientait de l'ouverture des boutiques témoins à Dori, aujourd'hui c'est une chose faite. Comme elle, nombreuses sont ces personnes vulnérables qui partiront avec un sac de mil ou un sac de maïs qui leur est vendu à un prix social. J'ai 6 enfants. Ce sac de mil peut nous aider. Nous souhaitons que le ravitaillement soit pérenne. Sinon, ce n'est pas facile. L'ouverture de ces boutiques salvatrices est plus qu'une aubaine pour la population de Doris selon l'autorité communale. C'était vraiment très attendu. Les conseillers des différents villages de la commune et comme des secteurs nécessaires vraiment de venir nous demander à quand vraiment cette opération va commencer. Aujourd'hui, vraiment, on se réjouit. Nous avons vraiment les premiers responsables de la SONAGES qui sont là et nous avons vu que vraiment c'est devenu effectif. Soulager ou permettre à la population vulnérable d'avoir de quoi se nourrir, d'où l'ouverture de ces boutiques témoins dans toutes les régions du Burkina sur instruction du président du Faso. Nous sommes en train d'ouvrir les boutiques au niveau du Sahel, précisément à Dori, pour permettre à cette population qui a souffert et qui souffre toujours avec les causes dont nous connaissons, d'avoir en tout cas de quoi manger. L'État prend en compte plus de 50% du prix du sac de 50 kg, que chaque population vulnérable puisse avoir un sac à 6 000 francs et pour 1 mois. En somme, ce sont 2 boutiques témoins qui sont ouvertes à Dori avec un ravitaillement de 20 à 40 tonnes par mois.
Environ 50 000 Burkinabés vivent au pays de la Teranga, une communauté composée de fonctionnaires internationaux, d'étudiants et d'aventuriers. Le Sénégal sourit à certains, mais pour d'autres, une vingtaine de Burkinabés, c'est un rêve brisé en territoire sénégalais car leur séjour se poursuit en prison. Explication de Sanois, Christine Koulibaly, du retour de Dakar. Sur le chemin de l'aventure et à la recherche d'une vie meilleure, ils sont des milliers de Burkinabés qui ont opté pour le pays de la Teranga. La communauté burkinabé au Sénégal, c'est environ 50 000 âmes composées d'aventuriers, de fonctionnaires internationaux et d'étudiants. Ça varie d'année en année, mais ça tourne toujours, leur nombre tourne toujours autour de 1000 étudiants. Des étudiants qui hissent haut le drapeau burkinabé dans la plupart des universités sénégalaises. Pour prendre quelques exemples, à l'école inter-état de médecine vétérinaire, sur les 5 promotions, les 5 majeures sont burkinabés. Et à l'université Euromed, la faculté de pharmacie, sur les 6 promotions, les 5 majors sont également burkinabés. L'université Cheikh Anta Diop, le major des majors, toutes facultés confondues, est également un étudiant burkinabé. Pourtant, les difficultés ne manquent pas. Nos principales difficultés se résument au logement, au déplacement et à l'alimentation. Nous rencontrons des difficultés en ce qui concerne la bourse, avec les retards et aussi la somme. Nous avons fait savoir au gouvernement, à travers le ministre de l'Enseignement supérieur, aux revendications par rapport à cela. C'est vrai, c'est un pays africain, mais c'est sûr qu'il y a d'énormes différences de vie. Entrez en contact avec le service culturel de l'ambassade qui pourrait vous guider pour les inscriptions, mais aussi pour donner toutes les informations utiles afin que les enfants, une fois sur place, ne vivent pas dans des difficultés. Les étudiants et les autres composantes de la communauté burkinabé sont regroupés au sein de l'Union fraternelle des ressortissants burkinabés vivant au Sénégal. Quand on est à l'extérieur comme ça, généralement ce qui fait que on peut se sentir mieux, c'est qu'il faut qu'on se regroupe, n'est-ce pas? Donc c'est un peu dans ce souci que d'ailleurs nos devanciers qui depuis peut-être les années 40, on avait déjà eu l'idée de se regrouper. Une communauté qui brille par son dynamisme à travers l'organisation de certaines activités. La dernière en date, les journées culturelles des ressortissants burkinabés au Sénégal. Mais il y a aussi l'envers du décor. À 700 km de Dakar, dans la région de Kédougou et Tambacounda, 29 de nos compatriotes ont été épinglés par la justice sénégalaise pour activités illégales, donnant du fil à retordre à la mission diplomatique. Nous entretenons des relations avec les autorités judiciaires. Lorsque nous sommes informés, nous l'avons déjà fait, de la tenue des procès. J'ai envoyé une mission de l'ambassade qui a séjourné à Tambacounda pour assister au procès et nous avons pu plaider pour certains d'entre eux, notamment les plus jeunes, afin que donc une clémence soit observée à leur endroit. Et cela aboutit à l'élargissement, je pense, de 7 jeunes. Une affaire de plus qui met à nu un problème de droits humains, la traite des enfants. Et là, c'est une réalité, parce que sur le terrain, vous allez constater des jeunes enfants qui arrivent à 15 ans, puis quelquefois moins de 15 ans, et qui sont véritablement exploités et qui sont livrés à toutes sortes de fléaux sur le terrain. Donc, notre attention a été attirée là-dessus et nous avons aussi rendu compte au gouvernement afin que des mesures soient prises pour éviter justement la présence, donc le convoi de ces jeunes enfants au niveau donc du Sénégal. Au-delà de ces cas malheureux, l'aventure sénégalaise a souri à beaucoup de nos compatriotes et certains ont même pris la nationalité sénégalaise. Comment relancer l'industrie cinématographique africaine dans un contexte de Covid-19? Des experts d'une dizaine de pays mènent la réflexion ici à Ouagadougou à travers des communications et panels. Ils parlent résilience du secteur de la culture avant de jeter les bases d'une nouvelle économie du cinéma africain. Explication de Adama Guiti et Boukari Ouedraogo.
Les cinémas africains, déjà dans une pente descendante, une pente accélérée par la crise du Covid-19, malgré les festivals régionaux et internationaux pour soutenir le secteur. Du coup, il faut repenser une nouvelle économie du cinéma, d'où cette mobilisation des experts et participants venus de 10 pays. Il s'agit pour nous de passer en revue les questions qui touchent à la gouvernance, à l'organisation même des festivals, à la contribution à la chaîne de valeur des métiers du cinéma et de faire en sorte que les recommandations qui vont sortir puissent nous permettre au cours des 5-10 années à venir d'avoir une vision commune sur les stratégies à mettre en place par les politiques pour faire en sorte que les festivals contribuent réellement à développer en Afrique une véritable industrie du cinéma. Cette initiative du Centre régional pour les arts vivants en Afrique est soutenue par bien des partenaires parmi lesquels l'UNESCO et la CEDEAO. La CEDEAO, par la voix de son représentant Dr Aguilsida Emile Zida, soutient qu'il faut saisir le Covid-19 comme une fenêtre d'opportunité afin de mieux se projeter dans l'avenir. Pour le Burkina, cette rencontre est la bienvenue car dans environ 4 mois, le pays vibrera au rythme du cinéma africain. C'est vraiment une bonne initiative de tenir cet atelier-là à quelques jours, disons à quelques mois, à 4 mois en tout cas de la tenue du FESPACO. Et c'est une manière en tout cas pour nous de réaffirmer notre place, disons la première place qu'occupe le Burkina Faso et Ouagadougou dans ce festival africain. Il est en tout cas attendu de cette rencontre de Ouagadougou des synergies d'action à mettre en œuvre pour un cinéma africain plus prospère et une industrie culturelle qui contribue véritablement au développement des pays africains. Dans l'actualité internationale, un président français sur le sol rwandais, c'est une première depuis 2010 et pour cause la tension liée au génocide de 1994. Emmanuel Macron, le président français, a fait le déplacement de Kigali en visite officielle chez son homologue Paul Kagame. Question de réchauffer les relations diplomatiques entre les deux pays. Suivons. Le président français Emmanuel Macron attendu ce jeudi au Rwanda. Cette visite officielle, la première d'un chef d'État français dans le pays depuis 2010, est un pas supplémentaire vers la normalisation des relations diplomatiques entre les deux nations. Après un quart de siècle de tensions liées au génocide Tutsi de 1994 et aux interrogations sur le rôle qu'a pu jouer la France à cette époque, une page est en train de se tourner. Les thématiques seront à la fois politiques, mémorielles, mais aussi économiques, sanitaires et d'avenir. Et donc nous avons aussi à cœur avec le président Kagame d'écrire une nouvelle page de la relation et de porter des projets très structurants. La publication d'un rapport commissionné par Emmanuel Macron a révélé que le gouvernement français de l'époque, qui entretenait des liens étroits avec les autorités Hutus, avait bel et bien été aveuglé aux préparatifs du génocide. Je suis très heureux d'apprendre que le président français Emmanuel Macron vienne au Rwanda, étant donné la nature des anciennes relations entre les deux nations. Nous sommes vraiment heureux et nous espérons que de bonnes choses sortiront en termes d'investissement et en termes d'échanges aussi. Lors de sa visite en France pour le sommet des chefs d'État africains, le président rwandais Paul Kagame n'a pas manqué de noter l'impact de ce rapport sur l'ouverture des relations futures entre les deux pays. Emmanuel Macron prononcera un discours au mémorial du génocide de Kigali où reposent plus de 250 000 victimes des atrocités commises en 1994. Revue de presse avant de refermer cette édition. À lire à la une des quotidiens, l'arrestation d'enfants qui se font passer pour des terroristes, la manifestation anti-réforme à l'université Norbert Zongo et le drame de Pella suite à une intoxication alimentaire. Vincent Kendrebego. Au centre-nord, des enfants qui se faisaient passer pour des terroristes mis aux arrêts par la police. Cette information fait la une de l'Observateur Palga. Selon les informations de la police, les garçons âgés de 10 à 25 ans ont menacé une institutrice par téléphone, intimidant des enseignants d'une école à quitter leur poste au risque d'être attaqués. De fil en aiguille, l'enquête policière sur dénonciation anonyme aboutit à l'arrestation des 3. Et puis, un élève de CE1 de l'école en question ne voulant plus poursuivre les études aurait fourni le numéro de l'institutrice demandant de l'intimider
pour qu'ils puissent profiter d'une éventuelle fermeture de l'école. Université Norbert Zongo, le coup de goût des réformes qui ne sont pas du goût des étudiants, c'est la une de aujourd'hui au Faso. Hier, des étudiants opposés aux réformes annoncées se sont mobilisés pour occuper la porte de la présidence de l'université, protestant contre les mesures académiques et pédagogiques prises par les autorités administratives. Parmi les revendications des étudiants, l'on note l'arrêt immédiat des velléités de suppression des sessions de rattrapage, lit-on dans les colonnes du journal aujourd'hui au Faso. Intoxication alimentaire supposée à Pela, un drame et de nombreuses questions, la une de Silwaya. Dans cette localité, un chef de famille a perdu ses 2 épouses, dont une enceinte, et 4 enfants, et ce après avoir consommé du couscous. 18 autres personnes qui ont mangé ce couscous sont encore en observation. Comment en est-on arrivé là? Le mystère demeure. L'intoxication a été avancée au départ, des analyses médicales ont été faites et certains ne croient pas à cette thèse. D'autres pensent à l'empoisonnement. L'autorité communale, lui, appelle au calme en attendant de connaître ce qui a été à l'origine de ce drame, tout en invitant la population à faire attention tout de même aux pesticides. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Merci de la fidélité à la télévision du Burkina. À bientôt. S'il vous plaît, pouvez-vous nous coudre un uniforme? C'est pour maman. Waouh, je ferai de mon mieux. De nouveau? Elle a fini? Tu as tellement de facettes à toi toute seule, maman. Tu es tout, maman. Merci. From Nestlé.